Bonjour, je suis à la fois très flatté et très ému d'être invité par les rois souterrains à vous parler d'un sujet un peu vaste qui est difficile à traiter dans un temps restreint puisqu'il mériterait sûrement plusieurs séances, mais qui est la politique étrangère de Louis XV. J'avais déjà effectivement m'étais intéressé à un personnage important, un personnage clé même du secret de Louis XV, puisque Louis XV a eu cette particularité qui lui est très spécifique, d'avoir une politique officielle et une politique secrète. Alors j'insiste là-dessus d'emblée parce que tous les rois et tous les présidents et tous les chefs d'État ont une politique secrète. Il est évident qu'il y a énormément de choses qu'on ne dit pas. Mettons actuellement, quand on a un otage qu'on libère contre une rançon, on ne le dit pas. Et il y a énormément de choses qui sont secrètes, mais Louis XV avait une politique beaucoup plus secrète dans la mesure où il avait vraiment ce que Michelet appelle une agence, c'est-à-dire 7 ou 8 personnes, dont certaines sont très connues, comme le Chevalier de Vergennes ou le Comte de Broglie, d'autres le sont moins, comme Tercier, auquel j'ai consacré cette petite monographie. Mais ces personnages avaient une politique qui était tout à fait la leur, qui n'était pas la même que celle des ministres, qui était une politique qu'on pourrait dire parallèle, et que je dis volontiers par plaisanterie perpendiculaire, car elle était très souvent contrariante de la politique officielle du roi. Donc, moi, je connais peut-être mieux la politique du secret. La politique du secret avait, je le dis d'emblée, parce que après il faudra plus le dire, comme, outre le fait que Louis XV était un personnage un peu dissimulé, c'est un personnage extrêmement intelligent, qui m'est personnellement très sympathique, mais qui avait plein de bonne volonté, mais qui n'avait pas beaucoup de volonté tout court, et qui donnait souvent raison au dernier qui avait parlé. Et donc, il se méfiait un peu de lui-même en se méfiant de ses ministres, et ses ministres, un certain nombre d'entre eux, il avait quelques bonnes raisons de s'en méfier, et donc il avait une politique spéciale qui, au départ, avait eu comme but d'introniser le prince de Conti, son cousin au 7e degré, Louis-Armand François de Conti, sur le trône de Pologne. Puisque Louis XV s'intéressait beaucoup à la Pologne, il avait épousé une Polonaise, il avait fait ensuite, nous verrons tout à l'heure, sa première guerre, qui était la guerre de succession de Pologne, dans le but de réimpatroniser, si je puis dire, Stanislas Egzinski sur le trône dont il avait été déchu 25 ans avant. Mais il aimait beaucoup la Pologne et il s'est ruiné sur sa cassette personnelle pour envoyer des subsides à différents magnats polonais, dont certains nous étaient très attachés, comme Mokronowski ou Braniszki, d'autres comme le Palatan Belz ou de Smolensk, avaient un attachement plus large, dirons-nous. Bon. Mais donc, au départ, la politique du secret avait été faite pour le prince de Conti, et le prince de Conti avait fait des choses très au sérieux. Il avait très souvent des entretiens avec le roi, on le voyait entrer dans le cabinet du roi avec un portefeuille, et les courtisans, et même les ministres, s'en inquiétaient beaucoup, ils se trouvaient très anormal. Et le prince de Conti avait réussi à placer des créatures à lui comme ambassadeurs dans les pays clés qu'étaient la Prusse, où il avait envoyé Latouche, la Pologne, où il avait réussi à envoyer le comte de Broglie, la Suède, où il avait envoyé le marquis d'Avrincourt, la Porte ottomane, où il avait envoyé Vergennes. Et donc, effectivement, c'était une politique qui était très parallèle. Les différents secrétaires d'État l'ancien rien, Bernis prétend qu'il était au courant, c'est possible. Choiseul l'était certainement, puisqu'il a passé le plus clair de son temps à contrarier le secret. C'était même la seule chose où il a eu quelques succès. Je n'aime pas beaucoup Choiseul, vous l'aurez vite compris. Mais d'emblée, je voulais dire que cette politique du secret, sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir, était une politique complètement distincte de la politique officielle du roi. Alors, le roi était un homme, je pense, très bon dans le fond, qui avait été éduqué par le cardinal Fleury, lequel était lui-même un disciple de Fénelon, c'était évêque de Fréjus, et il a été d'abord le précepteur du roi, puis son premier ministre, après la Régence, de 1723 à 1743, date de sa mort, mais il était déjà très âgé. Il a commencé son ministériat à 70 ans et il l'a fini à 90. La Régence est
les premières années du ministériat de Fleury ont été des années de paix, et Louis XV était un roi très pacifique. Il avait été élevé dans l'idée, dans le refus des conquêtes. D'ailleurs, à la paix d'Aix-la-Chapelle, on aura l'occasion d'en reparler, qui a mis fin à la guerre de succession d'Autriche en octobre 1748, paix que Tercier eu l'honneur de venir annoncer à Versailles, alors qu'il était négociateur à Aix-la-Chapelle. À la paix d'Aix-la-Chapelle, il a voulu rendre toutes les conquêtes. Nous avions gagné les batailles de Raucoux, de Laufeld, de Fontenoy, de Mons, de Nieuport, de Bergen-op-Zoom et de beaucoup d'autres. Nous avions conquis toute la Belgique actuelle et une grande partie de la Hollande actuelle. Et le roi a dit, je veux faire la paix, non pas en marchand, mais en roi. Et il a rendu toutes ses conquêtes, ce qui était très noble, bien que ça lui était beaucoup reproché, d'où l'expression bête comme la paix, ou l'expression nous nous sommes battus pour le roi de Prusse, ce qui était vrai, puisque le roi de Prusse, lui, avait gagné la Silésie, pendant qu'on mourait pour lui. Mais enfin, c'était quand même un homme très noble. Il ne voulait pas la paix, il voulait pas la guerre, pardon. Et je peux vous donner deux exemples précis de son pacifisme. À la bataille de Fontenoy, à laquelle il a assisté, et Bonaparte lui en rend hommage en disant qu'elle n'a probablement pas été gagnée sans sa présence. Il a même pris des risques, il a des boulets qui sont passés très près de lui. Il a mis de côté son fils, mais lui est allé à Fontenoy. Mais à côté de Fontenoy, à son fils, après la bataille, il lui a montré les champs de cadavres. Il lui a dit, mon fils, il faut, même s'ils sont des ennemis, en aucun cas c'est acceptable. Et une politique pacifique, ce qui était dire le message que lui avait laissé également son arrière-grand-père Louis XIV sur son lit de mort. J'ai trop aimé les femmes, les châteaux et les guerres. Louis XV a beaucoup aimé les femmes et les châteaux, mais un peu moins la guerre. Bon, il a au moins suivi ce conseil. Et donc, Louis XV était un roi très pacifique. Il a recueilli, par exemple, sur le champ de bataille de Fontenoy, un général anglais qui s'appelait Ligonier, et il a d'emblée entamé des propos de paix, sinon des pourparlers, parce que vraiment il le voulait. Et comme autre exemple de son pacifisme invétéré, je pourrais citer une anecdote qui est rapportée dans un livre de Bertrand Faye, qu'un ingénieur lui ayant proposé une poudre, puisque nous étions très inférieurs aux Anglais en termes maritimes, qui avait la possibilité de faire exploser très facilement les bateaux ennemis, il avait refusé en disant « je ne voudrais pas que ça se retourne contre nous, qu'on nous fasse la même chose ». Donc, ce sont deux anecdotes qui prouvent que c'était un roi profondément pacifique. Moyennant quoi, il n'y a quand même eu 3 guerres, puisque je parle un peu à bâton rompu, je fais toute la guerre de suite. Il y a eu 3 guerres sous son règne. La première, à laquelle j'ai déjà fait allusion, la guerre de succession de Pologne, qui avait pour but de remettre sur son trône le beau-père du roi, Stanislas Eglinski, ce qui a donné lieu à une équipée, une épopée presque. Le roi de Pologne, beau-père du roi de France, est en partie déguisé en commis voyageur pour traverser l'Allemagne pendant qu'un de ses sosies embarquait à Brest, et qui avait à peu près la même taille, qu'on avait affublé du grand cordon bleu, mais qui n'osait parler à personne parce qu'il n'avait pas d'accent polonais et qu'on l'aurait facilement reconnu, qui était le chevalier de Tiange. Donc le roi est arrivé il a traversé la Prusse et l'Empire germanique dans un carrosse avec, entre autres, le Philippe Orlik, qui était le fils de l'Hetman des Cosaques, qui était le successeur de Mazeppa, qui était également très, très anti-russe et très pro-polonais, et également le marquis d'Andelot. Il est arrivé à Varsovie, où il a été reçu par Tercier, je recase mon héros, il a été reçu par Tercier, il a été élu par acclamation par 8000 Polonais nobles, c'était les seuls qui avaient le droit de vote, enfin, qui étaient réunis sur le camp de la Wola en septembre 1933, et malheureusement, les Autrichiens, et surtout les Russes étant entrés en Pologne, il s'est trouvé une autre assemblée beaucoup moins nombreuse qui a traversé la Vistule et qui a élu un autre roi, qui a été le vrai roi de Pologne, Auguste III, qui était beaucoup plus falot que Stanislas, mais qui était quand même le grand-père de Louis XVI, et de Louis XVIII et de Charles X, puisqu'il était le père de la dauphine, qui a épousé le fils de Louis XV. Mais donc cette guerre de succession de Pologne a donné lieu à des actes héroïques. Je citerai celui du comte de Plélo, qui était notre ambassadeur au Danemark, et qui était tellement indigné du peu de troupes, du nul de troupes qu'on avait envoyé à Stanislas, qu'il a envoyé des écrits extrêmement incendiaires à Fleury pour
l'incitait à envoyer des troupes, et effectivement Fleury, qui était très pacifiste aussi, et qui avait très peur des Anglais, parce que c'était la dernière fois où les Anglais sont restés sur leur... Enfin, ils nous ont laissé envoyer quelques vaisseaux en Baltique et quelques troupes, mais très peu, si bien qu'elles ont été, elles étaient à 1 contre 10, et ce pauvre comte de Plélo, comme beaucoup d'autres officiers français et soldats, est mort sur les barricades de Danzig, où le roi Stanislas s'était réfugié après qu'il ait été chassé de Varsovie, avec notre ambassadeur qui s'appelait Monti, et le secrétaire du dit ambassadeur qui s'appelait Tercier. Bon, là, nous étions en 1934. Cette guerre de succession de Pologne, très malheureuse sur le front polonais, faute de troupes suffisantes, avait au contraire été très heureuse sur les fronts allemands, notamment à Kehl et à Philippsbourg, où est mort le maréchal de Berwick, ou au Piémont, où commandait Villars. Et donc, c'était l'un des grands bénéfices de cette guerre, et l'un des actes les plus remarquables de Fleury. Elle nous a valu la Lorraine, qui était la pièce de puzzle qui manquait douloureusement sur l'échiquier français, enfin sur le puzzle français plutôt. Et donc, on peut remercier Fleury d'avoir, par un coup de poker, enfin, un jeu de chaise musicale, en envoyant le duc de Lorraine en Toscane à la place du dernier Médicis qui venait de mourir, enfin, qui n'était pas encore mort. On attendait impatiemment la mort. Donc, un jeu de chaise musicale a permis à Stanislas, en ayant perdu son royaume de Pologne, d'être duc de Lorraine, et à sa mort, donc, de léguer le royaume à sa fille, ce qui a permis à cette pauvre Marie Leczinska, qui était une pauvrette, une princesse déchue, contrairement à toutes les reines précédentes, qui étaient ou très riches, comme Marie de Médicis, ou très puissante, comme Marie-Thérèse de Habsbourg, qui avait épousé Louis XIV, c'est cette pauvre princesse de deuxième zone, de deuxième choix, nous a quand même valu la Lorraine, et c'est elle qui a apporté en dot, finalement, la plus belle province à la France. Bien. Alors, cette guerre de succession de Lorraine, donc je l'ai parlé, il y a eu 2 autres guerres du règne de Louis XV. Cette guerre de succession de Lorraine, c'est donc terminée par le traité de Vienne en 1738, qui, comme je vous l'ai dit, nous a valu la Lorraine. La guerre de succession d'Autriche, je vais après faire les périodes de paix, mais je vous dis, je suis ouvert à toutes les interruptions. La deuxième guerre était la guerre de succession d'Autriche, où là encore, ni le roi, ni Fleury ne se sont laissés entraîner de gaieté de cœur. Ce que je disais tout à l'heure, il manquait de volonté. Il avait dit cette phrase remarquable quand Frédéric II, qui était le tout nouveau roi de Prusse, puisqu'en 1740 sont morts 3 potentats d'un seul coup, enfin en tout cas dans la même année. Le roi de Prusse d'abord, Frédéric Guillaume Ier, le roi sergent, qui avait un caractère épouvantable, mais qui avait doté la Prusse d'un trésor remarquable et d'une armée extraordinaire. Sont morts également Anna Ivanovna, impératrice de Russie, et Charles VI, empereur d'Autriche. Les 2 derniers sont morts à 8 jours d'intervalle en octobre. Et très peu de temps après, Frédéric II, qui venait d'arriver au pouvoir, à la suite de menaces et d'ultimatums, envahi la Silésie. L'opinion française, notamment dirigée par le futur maréchal, enfin il était déjà maréchal, de Belle-Île, et par beaucoup d'autres, était très très va-t-en-guerre, et Louis XV a eu cette phrase remarquable, dit « Nous observerons les événements depuis le mont Hayat ». Le mont Hayat est une petite colline dans la forêt de Compiègne où il chassait, mais il voulait dire par là qu'il ne pas prendre parti ni pour la Prusse ni pour l'Autriche, et sous l'impulsion de Belle-Île et de beaucoup d'autres, finalement on a été entraîné dans cette guerre qui a été heureuse à la fin, notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, par nos victoires en Flandre, mais qui au départ a commencé aussi par le siège et la prise de Prague, mais ensuite a été beaucoup moins fastueuse, et notamment, il faut rendre justice à Belle-Île d'avoir réussi à faire une retraite de Prague remarquable au nez et à la barbe des Autrichiens. Il a réussi à sauver l'essentiel de l'armée en l'amenant à Egra, qui était c'était actuellement en Tchécoslovaquie, mais enfin qui était à la frontière tchèque. Il y avait une longue plaine à traverser. Il avait très peur que les Autrichiens ne le rattrapassent. Puis des montagnes, alors là, ils auraient eu beaucoup de mal. Mais enfin, on a eu des difficultés. On a eu le maréchal de Broglie, le père, Victor Marie, puisque la famille de Broglie a donné 3 maréchaux à la France.
le fils de ce Victor Marie était Victor François, qui était l'un des meilleurs maréchaux de Louis XV, avec le maréchal de Saxe, bien sûr, après le maréchal de Saxe. Mais Victor Marie, lui, était déjà très âgé. Il avait fait un accident vasculaire cérébral. Il avait la bouche de travers. Il parlait mal. Il n'aurait pas dû être maréchal. Et il a eu beaucoup de mal, lui aussi, à sauver son armée à Donauettingen, mais au prix de lourdes défaites, notamment à Braunau pour nos alliés bavarois, dont l'empereur Charles VII, puisque l'idée de Belle-Île au départ, c'était d'obliger les électeurs, avec succès, y compris celui de Hanovre, l'électeur de Prusse, les trois électeurs ecclésiastiques, Mayence, Cologne et Trèves, à voter tous pour son candidat qui était l'électeur de Bavière, qui lui effectivement a voté pour lui aussi, qui était notre allié, qui était Charles Albert, fils de Maximilien II et père de Maximilien III, mais on l'a un peu laissé tomber, il faut bien le dire, puisqu'on n'était pas en mesure de cette faire. On a réussi à sauver l'invasion de la France. La France a été un tout petit peu envahie en Alsace. C'est là où le roi est allé à Metz, où il est tombé malade, c'est la fameuse maladie de Metz. Et le maréchal de Noailles, un peu désorienté et désemparé par cette maladie, n'a pas couru après les Autrichiens qui sont partis très vite, non pas à cause de la menace française, mais à cause de la menace prussienne, parce que Frédéric II était retourné à Troyes. Tout ça est peut-être un peu complexe quand je le raconte, mais je serais prêt, sur simple interruption, à développer ou à essayer d'en faire un peu moins. Et donc, cette guerre de succession d'Autriche, qui a eu des hauts et des bas, et des aléas, et des victoires et des défaites, s'est finalement terminée quand même par des victoires, mais sur le sol européen, sur le sol, alors là, nous n'étions plus copains avec les Anglais. Les Anglais nous ont taillé des croupières dans nos colonies et sur les mers, et notamment ils ont pris Louisbourg, qui était la Cap-Breton, qui était la citadelle du Canada, qu'ils nous ont rendu en 1948, de très mauvaise grâce d'ailleurs. Il y a eu une campagne de l'opinion politique anglaise et des journaux contre la restitution de Louisbourg, mais enfin, parce qu'eux n'avaient rien en échange, mais en échange, on a rendu la Flandre justement à Marie-Thérèse, et une grande partie de l'Allemagne qu'on occupait également. Donc c'était une paix très noble de la part du roi. Excusez-moi. Bon, je parlais de la politique étrangère, elle ne se limite pas aux guerres. Il y a eu une troisième guerre, alors qui elle a été extrêmement malheureuse, qui était la guerre de 7 ans. Avant de parler de la guerre de 7 ans, tout de même, je me suis perçu que j'ai commencé Louis XV à la guerre de succession de Pologne, mais auparavant, c'est quand même son règne, même s'il était roi à 5 ans. Pendant la Régence, la politique a été complètement bouleversée par rapport à ce qu'elle était au temps de Louis XIV, puisque le régent et son premier ministre, le cardinal Dubois, ont une politique résolument anglophile, de même que Fleury, et au contraire, au début, même une politique très tendue avec l'Espagne. Il faut reconnaître, on a fait une triple alliance avec l'Angleterre et les Pays-Bas contre l'Espagne qui menaçait de s'allier avec l'Autriche. Et les relations entre Philippe V et le régent n'étaient pas très bonnes. Philippe V se voyait très bien revenir roi de France, et c'était tout ce que voulait éviter le régent. Donc le régent a une politique, on a même fait une courte guerre contre l'Espagne, et ensuite on a humilié l'Espagne, puisque ça c'était plus sous la Régence, c'était sous le ministériel du duc de Bourbon, qui a gouverné pendant 3 ans entre 1723 et 1726, et il avait tellement peur de voir revenir Philippe V, et que Louis XV était d'une santé un peu chancelante, de crainte que Louis XV meure, et qu'à ce moment-là, le plus proche parent était Philippe V. C'est lui qui a organisé le mariage du roi avec Marie Laetitia, parce qu'il était déjà fiancé avec une infante espagnole, mais qui n'avait que 3 ans. Quand elle est venue, il avait 8 ou 9, mais enfin, il fallait quelqu'un qui puisse faire des enfants très vite, et c'était pas le cas. Donc on a renvoyé l'infante à son père, Philippe V, qui l'a assez mal pris. Je peux comprendre, c'était pas très élégant, mais
Donc au début, on avait une politique qui était beaucoup plus tournée vers l'Angleterre, ce qui était possible au prix quand même d'une quelque chose, c'est que ni la Régence ni Fleury n'ont beaucoup développé la marine. Après, c'est Maurepas, c'est Machaut d'Arnouville, mais les Anglais voulaient bien être amis avec nous, à condition qu'on ne leur fasse pas de concurrence dans le commerce et dans les colonies. Et dès qu'on a un petit peu montré les dents, ou qu'ils ont cru qu'on les montrait, parce qu'en fait on n'était pas du tout bellicistes, la situation s'est un peu dégradée. Donc je m'excuse, je reviens en arrière, parce que le règne de Louis XV commence avant son sacre, et même s'il était tout petit, la Régence, c'était quand même le règne de Louis XV. Bon, alors, la troisième guerre, dont je voulais dire quelques mots quand même, c'est la guerre de 7 ans. La guerre de 7 ans était une guerre dans laquelle on s'est également laissé entraîner. C'est-à-dire le roi de Prusse, qui était notre allié, allié d'ailleurs à compartiment, si je puis dire, enfin à géométrie variable, puisque même pendant la guerre de succession d'Autriche, il nous avait étayé des croupières. Il avait tout seul fait la paix par le traité de Breslau, qu'on appelle également traité de Berlin, parce qu'il a été ratifié après, en juin 1742. Il avait fait la paix avec Marie-Thérèse, ce qui nous laissait très désemparés avec nos alliés bavarois. C'était un coup de jarnac épouvantable. Mais Louis XV, je dois le dire aussi, avait, contrairement à Frédéric II, un grand sens de sa parole et de ses alliances. Sur le plan conjugal, effectivement, ça sonne. Sur le plan conjugal, on ne peut pas dire qu'il avait une fidélité absolue, c'est même un euphémisme, mais sur le plan international, quand il avait signé un traité avec quelqu'un, il l'honorait jusqu'au bout, et le traité qu'il avait signé avec Frédéric II se terminait en juin 56, et donc, quand en janvier 56, à la suite d'une partie de billard, dont je dirais peut-être un petit mot, Frédéric II a signé un traité d'alliance avec son oncle Georges II d'Angleterre, ça a été ressenti comme un coup de poignard épouvantable par le roi, mais aussi par toute la France, parce qu'on était très heureux d'avoir un allié aussi solide. L'idée, qui était alors celle de la politique de Richelieu, de Mazarin, de Louis XIV, et du secret, mais pas celle de Choiseul, c'était d'avoir une chaîne de pays amis qui étaient la Prusse, la Suède, la Pologne et l'Empire ottoman, contre l'Autriche, qui ça faisait une alliance de revers, et contre la Russie, qui était toujours alliée de l'Autriche. Malheureusement, nos alliés étaient tous en plein déclin, aussi bien la Suède que la Pologne, et que l'Empire ottoman d'ailleurs, et donc effectivement cette politique avait ses limites. Mais Louis XV, disais-je, avait le sens de la parole donnée, et quoique le Frédéric II lui ait fait un coup épouvantable, il n'a pas voulu faire d'alliance avant l'expiration du délai de son alliance précédente, mais il faisait quand même des pourparlers. Enfin, c'était Berny, c'est certainement qui les faisait avec Starhemberg, Starhemberg étant l'ambassadeur autrichien en France. Ça avait été avant Kaunitz, qui est devenu chancelier, et qui avait déjà fait, dès le traité de l'Aix-la-Chapelle, Kaunitz avait fait un renversement des alliances, enfin avait suggéré à notre envoyé principal Saint-Séverin, dont assisté par Tercy et toujours, lui avait suggéré un renversement des alliances, mais ni Saint-Séverin ni Tercy n'avaient donné suite à ce moment-là, et ça s'est fait un peu par la force des choses. Le coup de billard auquel je faisais allusion avant était une tentative d'alliance de l'Angleterre avec la Russie. L'Angleterre avait envoyé son ambassadeur, qui s'appelle le chevalier Williams, à Pétersbourg, il était reçu par Elisabeth, et il avait essayé, lui, parce que ce qui inquiétait beaucoup les rois à Hanovre, parce que ce n'était plus les Stuarts, ce qui inquiétait beaucoup les rois à Hanovre, c'était que leur électorat de Hanovre était très vulnérable en Europe. Et donc il fallait trouver quelqu'un pour le défendre contre les appétits français, effectivement. La France étant inférieure à l'Angleterre sur le plan maritime, elle avait une possibilité, une monnaie d'échange avec le Hanovre qui était relativement facile à conquérir et qui a déjà été conquis plusieurs fois. Mais alors, dans un premier temps,
l'Angleterre a fait appel à la Russie pour secourir le Hanovre, mais elle était un peu loin, etc. Et quand Frédéric II a appris ça, il a pensé que la Russie, pour secourir le Hanovre, allait traverser la Prusse, ce qui ne lui plaisait pas du tout, et on peut le comprendre. Et il s'est dit, il a fait des appels du pied à son oncle qu'il détestait pourtant, Georges II, pour faire un traité avec lui, c'était le traité de Westminster du 13 janvier 1756, par laquelle il se proposait lui-même de protéger le Hanovre. Ce qui, évidemment, supposait une guerre franco-prussienne qui a eu lieu, mais qui n'était pas du tout dans les intentions ni de Louis XV, ni de ses ministres, ni de son opinion publique qui commençait à naître. Donc, la guerre de 7 ans, j'y reviens après de multiples zigzags, la guerre de 7 ans, on y a été entraîné par l'invasion de la Silésie et surtout de la Saxe, qui était devenu notre allié, puisque le dauphin avait épousé en deuxième noces Marie-Joseph de Saxe, donc la fille d'Auguste III, et la mère de Louis XVI. Et toujours les alliances, on les a respectées, et on est entré en guerre, mais on faisait une guerre à la fois maritime et continentale, ce qui était au-dessus de nos moyens. Et effectivement, cette guerre nous a valu beaucoup de déboires. Sur le plan maritime, c'était une catastrophe. Alors que la guerre de succession d'Autriche, il y avait eu, là aussi je reviens en arrière, il y avait eu de petits engagements maritimes, il y en avait eu 2, en 1944 à Toulon, et en 1944 aussi dans la baie de Dunkerque, qui n'avaient pas été des victoires ni des défaites. Les Espagnols, pour Toulon, avaient considéré que c'était une grande victoire pour eux, puisqu'ils avaient réussi à sortir de la rade de Toulon, où ils étaient enfermés depuis des mois, et au prix de quelques pertes humaines et navales, de se retrouver dans leurs ports espagnols. Les Français n'avaient pas perdu grand monde, pas fait fière allure. Dans la baie de Dunkerque, c'était le très vieil amiral Roquefeuille qui est mort à cette occasion-là, mais pas d'un boulet de vieillesse, curieusement, à l'occasion de cet engagement. Il avait contre lui l'amiral Norris, mais en fait, il n'y a pas eu de bataille proprement dite, il y a eu une très violente tempête qui a drossé les vaisseaux français sur Dunkerque et les a pas mal abîmés, et les vaisseaux anglais ont été également dématés, mais c'est un peu comme l'invincible Armada, c'est plutôt les intempéries qui ont réglé les choses qu'une bataille. Par contre, pendant la guerre de 7 ans, alors là je reviens à mon propos, pendant la guerre de 7 ans, on a connu de cruelles défaites, dont les 2 principales sont celles de Lagos, au large du Portugal, et celle des Cardinaux en baie de Quiberon, où alors effectivement, parce qu'à l'époque, la marine, c'était les avions de chasse maintenant, en fait, c'était extraordinaire, c'est là où on mettait le plus de technologie. Bon. Et en 2 batailles, Louis XV a perdu sa marine, ce qui était catastrophique. Effectivement, il ne pouvait plus ravitailler le Canada. Contrairement à ce qu'on a dit, il a beaucoup essayé, il s'est donné un mal de chien pour sauver nos établissements en Acadie d'abord, puis au Canada, puis dans la vallée de l'Ohio. Mais effectivement, sans marine, c'était très difficile. Donc on a connu de graves déboires maritimes et également de graves déboires militaires, puisqu'on a eu quelques victoires, comme celle de Bergen, dont le maréchal de Broglie était extrêmement fier et qui racontait à tous les dîners, comme celle de victoire. Et on a eu quelques grandes défaites, comme Minden, Klosterfeld. Klosterfeld, c'était une grande victoire, mais on a eu malheureusement Rosbach en 1957, qui était une défaite catastrophique, peu coûteuse en vies humaines, encore que le frère du comte de Broglie, le comte de Revel, y ait perdu la vie, mais extrêmement humiliante, parce qu'on était plus nombreux que les Prussiens. C'est la seule bataille où on était vraiment contre Frédéric II, mais le prince de Soubise n'était pas un militaire de taille à affronter Frédéric II. C'était un bon courtisan, c'est pour ça que la Pompadour et Choiseul l'ont toujours renvoyé à la bataille, alors que lui-même convenait que c'était pas son truc, il était mieux à Versailles sur les Lambris. Mais après la bataille de Rosbach, on a eu, je dis, celle de Minden, celle de... je ne sais plus quelles autres, peu importe, là j'ai un petit trou. Mais enfin, on a surtout des batailles perdues sur mer, et donc, c'est à cette occasion-là que la paix, je vous ai parlé du traité de Vienne, qui était
un très bon traité, du traité d'Aix-la-Chapelle, où, par la volonté de Louis XV, c'est un traité un peu neutre. Par contre, le traité de Paris était une humiliation sans précédent. Il a réanimé la vexation d'avoir un port de Dunkerque démantelé et un commissaire anglais dedans pour y veiller. Il nous a surtout fait perdre pratiquement toute l'Amérique, enfin, le Canada, mais oui, toute l'Amérique, puisque la Louisiane qui nous restait, Louis XV, toujours bon allié et fidèle à sa parole, l'a donnée à l'Espagne pour la consoler de la Floride. En effet, nous étions alliés à l'Espagne. Il y a eu 3 pactes de famille pour nous allier à l'Espagne, un en 1933, un en 1943 et en 1961. Ce 1961 a été organisé par Choiseul, avec Grimaldi, qui était son homologue espagnol. Et ces traités ont été suivis d'effets, mais malheureusement, les Espagnols n'ont pas eu plus de chance que nous. Les Anglais ont pris la Havane, ils ont pris Manille, et autant les Espagnols avaient fait bonne figure dans une guerre où la France n'avait pas vraiment paru, c'est la guerre de succession, j'en ai pas parlé, la guerre de l'oreille de Jenkins, 1739, qui était une guerre anglo-espagnole, mais où, en raison du traité de 1933, Louis XV avait quand même envoyé ses escadres aux Antilles, et là, les Espagnols et la maladie avaient battu les Anglais, notamment, ils avaient essayé de prendre Carthagène. L'amiral Vernon avait pris Portofino, mais Carthagène avait été une catastrophe pour les Anglais. Là, il faut reconnaître qu'ils avaient d'excellents amiraux, ils avaient énormément fortifié leur flotte, et que, aussi bien contre les Français que contre les Anglais, les 2 flottes Bourbon réunies, au départ, équilibraient à peu près la flotte anglaise. Mais, bon, d'une part, elles n'étaient pas ensemble, et d'autre part, effectivement, elles étaient moins préparées. Nous n'avions pas des amiraux aussi... L'amiral de Laclue, par exemple, ne valait pas l'amiral Hawke. Voilà. Alors voilà pour les guerres, et les traités, enfin, je vais parler des pactes de famille, enfin, des traités avec l'Espagne. On a eu beaucoup d'autres traités avec beaucoup d'autres pays, notamment le Piémont-Sardaigne, avec qui on a été successivement amis et ennemis. Enfin, le traité de Worms, induit par Carteret et Newcastle, mais surtout Carteret. Carteret nous était très hostile, extrêmement francophobe, et il a réussi 2 coups de maître majeurs diplomatiques contre nous. Le premier, c'est le traité de Breslau dont j'ai parlé. Il y a aussi 2 traités de Breslau. Le premier en 1941, c'était l'alliance entre la France et la Prusse, effectivement, qui avait été signée par le marquis de Valory, qui était notre ambassadeur à Berlin, et par Podewils, qui était le Premier ministre prussien. Mais le deuxième traité de Breslau, là, de 1942, l'Angleterre a réussi à réunir Prusse et Autriche, ce qui soulageait beaucoup les Autrichiens, qui leur a permis de courir sus aux Bavarois et aux Français. Et il a également réussi à entraîner le roi de Sardaigne, qui s'appelait Charles-Emmanuel III, qui est le fils de Victor Amédée II, dans cette guerre, et comme allié de Marie-Thérèse, et nous sommes battus contre lui avec brio. Le prince de Conti a gagné la bataille de Casteldelfino, au château Dauphin, et de Coni la pucelle, parce qu'elle était réputée imprenable, mais elle a été prise quand même, comme beaucoup de pucelles. Mais c'était donc quand même enfin, on avait plusieurs armées sur le dos. On était alliés avec les Napolitains, mais ils étaient très loin, puisque le roi de Naples, qui s'appelait à l'époque Charles VII, je crois qu'il est devenu Charles III d'Espagne, il changeait de numéro tout le temps, il avait été à Parme, puis à Naples, mais s'est également battu contre les Autrichiens à la bataille de Velletri, où il a dû failli être fait prisonnier. Il a été sauvé par le marquis de l'Hôpital, qui a été ensuite notre ambassadeur en Russie. Mais enfin, je ne veux pas vous énumérer toutes les alliances qu'on a eues. La Saxe aussi changeait tout le temps d'avis. Mais enfin, on a eu comme ennemi régulier l'Angleterre et l'Autriche jusqu'au renversement des alliances. Mais ce renversement des alliances ne nous a pas réussi. Mais il était l'œuvre de Louis XV. C'était Bernis et Starnberg qui l'avaient
concoctée et conclue, mais Louis XV en faisait son affaire, lui qui changeait d'avis, qui, comme je l'ai dit au début, donnait volontiers raison au dernier qui avait parlé. Là, il a défendu griffes et ongles son traité d'alliance avec l'Autriche, même contre le secret qui était son œuvre, contre Breuil, contre Tercier, contre Durand, qui trouvait que ça ne nous apportait pas grand-chose. Et en plus, on était allié avec la Russie d'Élisabeth, ce qui nous mettait dans une situation très délicate vis-à-vis des Polonais et de nos amis, parce que on avait dépensé des sommes considérables et essayé de soutenir l'armée polonaise, qui était très faible, puisqu'elle était réduite à 18 000 hommes à la suite d'un oukase de Pierre le Grand en 1717, mais malgré tout de l'élever, et surtout d'empêcher de créer des confédérations. Je dirais tout à l'heure un mot sur ce que c'est que les confédérations, cette espèce de levée massive d'hommes, enfin c'est une mobilisation générale, pour lutter contre l'invasion russe, puisque les Russes venaient sans arrêt, et chaque fois ils massacraient, ils pillaient, les Russes étaient épouvantables en Pologne, ils mettaient par exemple un échafaud avec un gibet avec 4 crochets, il y avait un noble, un paysan polonais, un juif et un moine, ils étaient tous pareils. Mais, enfin, les routes de Pologne étaient constellées de ce genre d'échafaud, mais ils pillaient, ils égorgeaient le bétail et les gens, ils violaient, enfin ils se tenaient très très mal en Pologne. Et brutalement, on est devenu allié avec les Russes, ce qui a posé beaucoup de problèmes. Alors, le secret, justement, sous la plume du comte de Broglie essentiellement, qui était quand même le plus noble des membres du secret, a essayé de demander au roi, mais qu'est-ce qu'on fait, puisqu'on était liés avec les Polonais, avec les Russes, et que les uns se battent contre les autres. Et le roi répondait, oui, ou plutôt la Pologne, mais enfin, pas très très vindicatif. Et donc, nos alliances avec la Russie ont été, c'est aussi, c'est très important. Au début, donc, la guerre de succession de Pologne, j'ai parlé du comte de Plélo et de beaucoup d'autres, on s'est battu contre les Russes, qui en plus, eux, n'avaient pas la foi vissée au cœur. Et tous les ambassadeurs qui sont passés là-bas se plaignaient de leur fourberie et de leur manque de parole. Et effectivement, contrairement au droit des gens et contrairement à leurs paroles, le maréchal Munich et le maréchal Lacy n'ont pas hésité à emmener prisonniers tous les Français qui se trouvaient à Danzig, alors qu'ils avaient promis de les laisser embarquer, ce qu'ils n'ont fait que très tard. Et mon ami Tercier et Monty ont été non seulement emprisonnés, mais dans des conditions épouvantables. Tercier était dans une espèce de cage de fer où il ne pouvait pas se coucher, et il ne pouvait parler à personne, même pas se confesser, comme il disait un peu drôlement, je ne peux même pas parler à Dieu. Mais les conditions d'incarcération de tous ces gens-là étaient médiocres, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais oui, alors notre politique avec la Russie, donc avec Anna Ivanovna, on n'était pas en très bon terme, mais on lui a quand même, on a repris notre ambassadeur Magnan, on a eu plusieurs ambassadeurs, on a eu Camprenon, Magnan, qui n'était pas ambassadeur, qui était ministre plénipotentiaire. Le premier ambassadeur revêtu de ce caractère, comme on disait que nous ayons eu là-bas, était le marquis de la Chétardie, auquel je m'intéresse tout particulièrement, parce qu'il semblerait qu'il ait un peu dépassé les devoirs de sa charge en sautant dans le lit d'Élisabeth, ce qui est amusant, mais pas très habituel pour un ambassadeur. Et il a récidivé d'ailleurs après, puisque il est parti sans gloire de Russie, mais il a été renommé à Turin chez Charles Emmanuel, dont je parlais tout à l'heure. Et là, il a sauté sur sa maîtresse, la comtesse de Saint-Germain, ce qui prouve qu'il avait un fort tempérament, mais qu'il n'était pas très diplomate, enfin pas toujours. En fait, il a quand même essayé dans un premier temps, il a suscité une guerre de la Suède contre la Russie en 1741. Il est arrivé en Russie les derniers jours de 1939, et bon, il a été assez bien reçu par Anna Ivanovna, qui était un tyran épouvantable, qui a envoyé des dizaines de milliers, ou en tout cas des milliers de gens en Sibérie, qui en a fait écarteler et rouer des centaines. Mais elle avait comme Premier ministre un nommé Osterman,
qui était un assez bon russe, enfin il n'était pas russe du tout, mais il a bien agrandi la Russie. Mais cet Osterman ne s'entendait pas très bien avec la Chétardi, et la Chétardi a fait deux choses, donc, dans un premier temps. D'abord, susciter une guerre de la Suède contre la Russie. L'idée, c'était de scotcher, si je peux dire, chercher un mot qui soit plus élégant, les troupes russes à la frontière finlandaise, puisque la Finlande était suédoise, pour les empêcher de venir au secours de Marie-Thérèse. Et la deuxième, c'était, à l'occasion, il pensait qu'à l'occasion de cette guerre, que ça affaiblirait le gouvernement russe et de créer une révolution pour faire monter Élisabeth sur le trône. Élisabeth, donc, avec laquelle il entretenait des rapports très étroits. Mais, en fait, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. La guerre russo-suédoise a été malheureuse pour les Suédois. Les Russes, là encore, se sont montrés d'une sauvagerie exceptionnelle. Ils ont fait à Wilmanstrad de l'équivalent de 10 Oradour, en brûlant les maisons avec leurs occupants. Mais, enfin, ils ont gagné la guerre, d'une part. Et d'autre part, Élisabeth a effectivement fait un coup d'État dans la nuit du 6 décembre 1941, nouveau style, parce que vous savez qu'il y a 11 jours d'écart entre le calendrier russe et le calendrier grégorien. Elle a fait un coup d'État soutenu par la Chétardi et par un peu d'argent qu'il lui donnait, mais en fait elle l'a fait toute seule parce qu'elle était très appréciée dans les casernes et par notamment les grenadiers. Elle était marraine de plusieurs de leurs enfants. Bon, bref, enfin, toute seule, elle était allée, enfin, avec 3 personnes, mais pas l'ambassadeur de France, une nuit à la caserne, parce qu'elle savait que le lendemain, le régiment Preobrazhensky, il y avait 3 casernes, il y avait Ismailovski, Semenovski et Preobrazhensky, et elle était particulièrement bien avec les Preobrazhensky. Elle est allée à la caserne et elle a soulevé sans aucune peine les soldats, pas les officiers, uniquement les soldats. Elle a fait crever les tambours pour qu'on ne puisse pas donner l'alarme. Et à pied, elle est venue, elle a fait, avec 300 grenadiers, elle a fait arrêter la régente et son mari, le jeune tsar Ivan VI, qui était âgé de 6 mois, les ministres, Osterman, Munich, Löwenhold, je vous passe les uns les autres, mais enfin, elle a fait un coup d'État toute seule, parce qu'elle était populaire dans la caserne. Mais enfin, la France n'y a eu qu'un rôle d'appoint, mais enfin pas extraordinaire. Alors ensuite, la Chétardi a pensé que puisque nos alliés, là, la chaîne dont je parlais tout à l'heure, Prusse, Pologne, Suède, était un peu en décadence, ce serait pas mal d'être allié avec la Russie, mais cette idée n'était pas très en cours. La Porte du Teil, qui était un premier commis, mais très intelligent, comme Laville, etc., les premiers commis, dont Tercier d'ailleurs, je reviens à lui, étaient en fait beaucoup plus que les directeurs de cabinet actuellement. C'est eux qui faisaient en fait la politique des cabinets. Et, il a soufflé au ministre. Et la Porte du Teil avait répondu à cette proposition de la Chétardi. C'est un peu comme marier le sultan à la République de Venise, ce qui, dans son esprit, paraissait marier l'eau et le feu. Bon. Alors, notre politique avec la Russie, donc, a finalement été un échec parce que les Anglais, qui avaient les subsides faciles, la France officielle et la France officieuse, je veux dire par la cassette de Louis XV, donnaient beaucoup d'argent. La cassette de Louis XV, il était très très pauvre à la fin des guerres de 7 ans, tellement il avait tout donné. Il donnait à Tercier des billets de tombola en disant j'espère qu'ils vont gagner. Il n'y avait vraiment plus un sou. Il s'était beaucoup investi, c'est le cas de le dire, dans ses subsides. Mais les Anglais, qui faisaient plus de commerce que nous, qui étaient plus riches et qui étaient plus vindicatifs, arrosaient largement de nombreux pays, et notamment la Russie, dont l'armée leur paraissait très idoine et très propre à venir secourir leurs alliés autrichiens ou secondairement prussiens. Mais alors, donc, notre politique avec la Russie a été très variable aussi. À la fin de la guerre de succession d'Autriche, on a même vu pour la première fois une armée russe venir jusque sur le Rhin pour nous combattre. Bon, la paix d'Aix-la-Chapelle l'a arrêté, mais enfin, ça aurait été la deuxième fois. La première fois, c'était la guerre de succession de Bologne, et après, ça s'est très souvent reproduit, la guerre de succession de Crimée
et toutes les guerres napoléoniennes et de la Révolution, où on s'est battu contre les Russes, qui sont à mon avis nos ennemis naturels les plus redoutables. Mais là, en 1948, ils sont venus, sous la direction du général Repnin, jusqu'au les bords du Rhin, et bon, ils sont repartis. Alors ensuite, et là il y a eu des beaux débats. Lachet-Tardy, dont je parlais tout à l'heure, a fait 2 ambassades en Russie. La première, il est parti encensé et embrassé par l'impératrice, avec la croix de Saint-Alexandre, la croix de Saint-André, des bijoux, des portraits d'elle sertis de diamants, comme tout le monde, des tabatières, des caisses de vin de Tokay, etc. La seconde fois, il est parti encadré par des grenadiers, justement. Il avait 24 heures pour quitter Pétersbourg, parce que son ennemi intime, le premier ministre, le vice-chancelier Bestouchev, avait fait ce qu'on appelle des perlustrations, c'est-à-dire qu'il interceptait le courrier, ça il le faisait pour tout le monde, mais Lachet-Tardy pensait que son chiffre était inviolable, plus que l'impératrice, et il s'est trompé, il a vu, or, il disait des choses pas très méchantes, tous les ambassadeurs ont écrit ça, mais enfin là ça n'a pas plu, venant de lui, il disait que l'impératrice était paresseuse, frivole, qu'elle était incapable d'attacher son attention plus d'un quart d'heure sur un sujet, qu'elle ne pensait, ce qui est vrai, tout le monde le dit, qu'à danser, qu'à jouer aux cartes, qu'à se maquiller, elle changeait de robe 4 fois par jour, et effectivement elle accordait, ça ne valait pas la peine de faire un coup d'État, me direz-vous, mais elle accordait relativement peu d'attention aux affaires de l'État, et Lachet-Tardy l'avait écrit, et quand elle l'a lu, elle n'a pas été contente, et elle l'a fait arrêter. Il a encore eu beaucoup de chance. Il avait eu le tort, ou la raison, enfin avec raison, il n'a pas pris le statut d'ambassadeur, ni même de ministre plénipotentiaire, parce qu'il y avait un problème qui n'a jamais cessé, jusqu'à Catherine II, d'empoisonner les relations entre la France et la Russie, qui était le titre d'impératrice, qu'elle voulait, qu'on a fini par lui donner, mais à l'époque, il ne voulait pas, enfin, le roi n'était pas très partisan, et donc il était là comme simple courtisan, donc il aurait très bien pu être envoyé en Sibérie, et il a trouvé que dans son malheur, il avait de la chance d'être plutôt poussé vers l'ouest que vers l'est. Bon. Alors, ensuite, nos relations avec la Russie se sont réchauffées, puisque, là encore par un coup de billard, puisqu'on avait fait une alliance avec l'Autriche, et que l'Autriche était toujours alliée avec la Russie, on s'est trouvé allié avec la Russie par la force des choses, ce qui nous posait, comme je l'ai déjà dit, de graves problèmes vis-à-vis de la Pologne. Ça a été valable pendant toute la guerre de 7 ans, enfin pas toute la guerre de 7 ans, puisque l'impératrice est morte de maladie, d'apoplexie, de cirrhose, je crois qu'en plus elle buvait pas mal, enfin encore que ça se soit qu'on trouvait. Enfin, toujours est-il qu'elle est morte en janvier 62, nouveau style, et elle a été remplacée par son neveu, Pierre III, qui était Pierre de Holstein, qui était le fils de sa sœur, qui est donc à la fois petit-fils de Pierre le Grand et petit-neveu de Charles XII, mais qui n'était pas un grand intellectuel, c'est le mot qu'on puisse dire. Je ne vais pas tant parler de lui, mais c'est un personnage très curieux. Mais la première chose qu'il a faite, c'est d'arrêter la guerre. Non seulement c'était un admirateur absolu du roi de Prusse, c'était son idole, enfin, il se présentait comme un général du roi de Prusse. Il s'était amusé pendant des années à faire des revues de soldats de plomb où il était le roi de Prusse. Et donc, effectivement, la pointe de la Russie, alors que Frédéric II était au bord de la ruine, il était vraiment dans un état catastrophique. Si l'impératrice avait vécu, il avait déjà perdu la Prusse, et notamment la partie qui est actuellement russe, Königsberg, qui maintenant s'appelle Kaliningrad, du nom d'ailleurs d'un bourreau, je tiens à le dire très fortement, Kalinine est l'un des bourreaux de Katyn. C'est scandaleux qu'il y ait une ville qui porte son nom, pour aussi bien l'appeler Hitlergrad. Ils ont débaptisé Stalingrad et Leningrad, mais pas Kaliningrad. Bon, enfin, c'est l'impératrice qui avait conquis cette partie de la Prusse, et qui d'ailleurs avait fait faire des médailles et des pièces de monnaie à son nom en Prusse, qui s'appelait Regina Prussorum, je crois, dans ce goût-là. Et quand elle est morte, effectivement, la politique a changé. Non seulement il a fait la paix avec la Prusse, mais il lui a envoyé des troupes. Donc, on ne pouvait plus beaucoup compter sur lui.
Et sa femme Catherine II, parce que le règne de Pierre III a été court, au bout de 6 mois, sa femme l'a fait, ou au moins laissé assassiner, et en publiant qu'il avait des hémorroïdes, ce qui est j'en ai opéré beaucoup, mais ce n'est pas une cause de mort très habituelle. Et d'ailleurs, d'Alembert a dit, il avait été requis par Catherine II pour être le précepteur de Paul Ier, son fils, auquel, je veux le dire en passant, elle a volé le trône, parce qu'elle aurait dû être régente, mais elle est restée impératrice jusqu'à sa mort. Mais donc, quand d'Alembert, quand on lui a proposé d'être précepteur de Paul Ier, il a dit je ne veux pas aller en Russie, j'ai des hémorroïdes, et dans ce pays-là, elles sont très dangereuses. Bon, petite parenthèse. Bon, enfin, le règne de Pierre III a été très court, mais salvateur pour Frédéric II. D'ailleurs, là encore une anecdote, mais quand Hitler, dans son bunker de Berchtesgaden, je crois, a appris la mort de Roosevelt, il a dit « C'est merveilleux, c'est la mort de la tsarine, ça va tout changer ». Mais malheureusement pour lui, Truman, qui remplaçait Roosevelt, n'avait pas vraiment le profil de Pierre III, et ça n'a pas changé, ça n'a pas renversé les alliances. Voilà. Je tenais à raconter cette petite anecdote amusante. Et ensuite, alors, bon, quand Catherine II a renversé et fait assassiner son mari, elle a pris le pouvoir, mais elle aussi, comme son pouvoir était très chancelant, parce que c'était quand même un coup d'État, qu'elle n'avait aucun droit à la couronne, elle était une petite princesse de Anhalt-Zerbst, dans le nord de l'Allemagne, mais elle avait aucune raison, sauf son génie, de prendre le pouvoir en Russie. Elle ne voulait surtout pas de guerre au départ. Après, elle en a fait beaucoup, surtout contre les Turcs. Mais au départ, avec un pouvoir vacillant, elle ne souhaitait pas avoir de guerre. Et donc, elle a fait la paix avec Frédéric II, elle a consolidé la paix qu'avait fait son mari. Et si bien que nos relations avec la Russie se sont de nouveau grippées. Et Catherine II n'a jamais été notre alliée. Elle a attaqué nos alliés ottomans, et on les a dire, très mal défendus, alors que les Anglais, l'amiral Elphinstone, a réussi à faire de la marine russe, qui est très peu de choses, de lui faire le tour de l'Europe pour aller attaquer les Dardanelles. La France ne l'a pas intercepté. Voilà. J'ai fait mon temps, non ?